ça, c'est valable dans tous les domaines. Et donc, identiquement, quel que soit, non seulement ça, je l'ai découvert dans le domaine du sport. Quand je dis je l'ai découvert, c'est m'attribuer beaucoup plus que... Parce que bon, on ne découvre rien quand on est chercheur. C'est des choses qui étaient... Bon nombre de choses sont bien connues. Moi, je n'ai fait qu'apporter une petite pierre là-dedans. Voilà, donc non, c'est valable dans tous les domaines et c'est valable dans nos vies de tous les jours. Quand l'un d'entre vous poursuit quelque chose qui est quasiment obsessionnel, il faut toujours qu'il se pose la question. Sur une échelle de 1 à 7, où suis-je dans ma détermination à m'accomplir et où suis-je dans ma détermination à réussir, autrement dit plaire? Alors, on ne peut pas l'être ni l'un ni l'autre. Ça ne marche pas. Mais il faut trouver le bon équilibre. Et dès qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre, notamment le narcissisme, et là vous échouez. Donc, leur caractéristique, c'est de plaire pour pouvoir continuer à produire. C'est ce que me dit Benoît, Jean-Louis Benoît, le metteur en scène de théâtre, qui me dit, moi, mon objectif, plaire. Pourquoi? Parce que si je plais, j'ai des spectateurs. Si j'ai des spectateurs, je peux faire vivre ma troupe. Et si je peux faire vivre ma troupe, je continue à produire. Et non pas créer pour plaire. Autrement dit, pour créer pour plaire, j'ai plus aucune chance de vous surprendre. Je vais quand même pas prendre le risque de vous surprendre, puisque ça risque de ne pas vous plaire. Et puisque ce que j'ai produit vous a intéressé, eh bien, je vais vous en donner pour votre argent. Jusqu'au jour où, ayant voulu vous en donner pour votre argent, vous avez fini par vous lasser de mon œuvre de création, et là, c'est mon narcissisme qui en prend un coup, et l'incapacité à sortir de mon académisme. D'où parfois aussi la question de l'échec. Parce que toute entreprise n'est pas forcément suivie de réussite. Et puis toute entreprise peut très bien ne pas être reconnue comme telle au moment où elle a lieu. Et être reconnue plus tard, et malheureusement, celui qui a arrêté peut-être un peu plus tôt que prévu parce que justement il estimait qu'il n'était pas satisfait par le retour ou la reconnaissance qu'il pouvait avoir, peut se dire finalement ça m'est venu sur le tard, et à ce moment-là, ça peut encore créer de la déception ou quelques aigreurs, on va dire. Je parlais des maux d'estomac d'ailleurs, à ce sujet-là. Les insomniaques ont des maux d'estomac parce qu'ils sont dans l'aigreur en permanence. C'est ce qui est clinique. Non, on ne peut pas réussir une œuvre, quelle qu'elle soit, sans avoir connu de nombreux échecs. Alors eux vous diront, puisque j'ai posé cette question, là bien entendu, j'essaie de comprendre l'échec, puisque je m'intéresse à l'excellence, ce qui m'intéresse c'est de savoir comment on rejaillit de l'échec. Sinon, on arrête. Bon, ils disent non, c'est pas un échec, c'est une non-réussite. Et c'est une non-réussite du point de vue de l'ascension sociale. Moi, je sais si j'ai abouti ou non à ce que je voulais. Si je n'ai pas abouti ou non, je ne considère pas comme un échec. Ce constat est formateur, puisque je vais partir de cela pour aller un peu plus loin. Donc, d'une certaine manière, ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas cruellement l'échec. Quand Guédiguian me dit que je ne sais plus quel film a été traîné dans la boue par Siclier, qui était journaliste de cinéma, c'est absolument terrible. Mais lui, Guédiguian savait qu'il avait fait le film qu'il devait faire. C'était son film sur l'Arménie, le premier. Il savait que c'était le film qu'il... Alors certes, il pouvait être mieux, il a essayé d'en tenir compte pour le prochain, mais ce n'est pas un échec. L'échec est social. Pour eux, c'est une non-réussite. Ils n'ont pas été reconnus, mais ils peuvent continuer. Donc, et cette grande capacité à survivre à un échec, elle tient à ce qui les pousse à s'accomplir. Alors, je vais peut-être poser ma dernière question, comme ça laissera le temps à la salle de poser quelques questions éventuellement. Il y a une question que j'aimerais vous poser sur tous les personnages, ou les personnalités, on va dire, que vous avez interrogées. S'il y en a une qui vous a plus touché ou séduite, ou laquelle, on sait très bien que vous avez apprécié les autres aussi, on ne vous demande pas un choix, mais laquelle et pour quelle raison? C'est très difficile à vous répondre. J'ai vécu ces 2 ans d'entretien sur une espèce de nuage, quand même. Hein.
Et d'ailleurs, j'ai tenu à en rendre compte là, puisque je rends compte de mon journal de bord. Puisqu'à chaque fois, avant un entretien, j'écris ce que je pense que je vais trouver. Après l'entretien, je décris mon émotion. Et surtout, dans tous mes livres, j'écris mes hypothèses de départ. Et à chaque fois qu'elles se transforment, j'écris. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus pourquoi on a évolué. Et j'aime bien savoir comment j'évolue. Voilà. Et donc, je peux dire, j'ai tout le temps été bouleversé, vraiment bouleversé par cela. Et oui, je peux dire, un peu sur un tapis volant. Donc ça a toujours été très troublant. Un moment qui a été troublant entre tous, peut-être, c'est pas le plus beau, mais c'est celui qui m'a le plus touché. Je rencontre un vieux monsieur qui a près de 88 ans, parce qu'il est prix Nobel de chimie. Et ce monsieur me raconte que le papier, les scientifiques disent l'article, qui lui vaut ce prix Nobel de chimie en 2005, il a écrit en 1975. En 1975. Et il m'explique comment il finit par avoir le prix Nobel de chimie, bon, qui est quasiment un pur hasard, au bout du compte. On ne peut pas développer. Et là, c'était un homme introverti, un homme introverti avec une âme de révolutionnaire. Curieux, un révolutionnaire introverti. Bon. Et donc, dans la contestation permanente, mais vraiment introverti, et il me disait, est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment où j'ai écrit ce papier, il travaillait à la Compagnie des pétroles, je me demandais si on n'allait pas me foutre dehors. Tout le monde me disait, mais faites autre chose, ça n'aboutira jamais. Et certains combien lui ont dit, mais mon pauvre Chauvin, mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Et cet homme-là qui avait eu le prix Nobel, qui avait 90 ans, cet homme-là avait une émotion telle que je l'ai senti pleurer. J'ai senti, et il m'a communiqué cette émotion. Alors ça, c'est des moments vraiment forts. Et des moments aussi, parce que c'est Fabienne Verdier. Fabienne Verdier, je connaissais bien son œuvre. Et dans ma correspondance avec elle, j'avais parlé de son livre que j'avais appelé « Passagère du silence ». Et vous voyez, je fais toujours le passagère du silence, alors que c'est passagère du... Prisonnière. Prisonnière. Non. Moi, j'ai écrit prisonnière du silence. Et j'étais intimement persuadé que son œuvre résultait d'un secret de famille. J'en étais intimement convaincu. Et je l'ai écrit dans mon carnet de bord. Je savais qu'il ne fallait que j'y aille pas trop tôt. Parce que dans un entretien, si on va très très haut, on ne peut plus redescendre. Donc il faut... Et à un moment donné, je lui dis, quand je lis votre œuvre, pour moi, il y a un secret de famille. Elle est absolument stupéfaite. Il y a un secret de famille. Très très lourd, et bon, que je ne relate pas là. Je dis en quelques mots qu'il y a quelque chose. Et voilà, et elle me raconte ce qui s'est passé. Et quand un individu est en train alors c'est ce que les psychanalystes vivent en permanence, mais je n'ai pas le statut de psychanalyste, je ne suis pas là pour les psychanalyser, je viens parce que j'aime une œuvre et que ces gens-là me font confiance et qu'on est à ce niveau-là. Voilà, c'est des choses, mais des moments comme ça, je les ai eus quasiment tout le temps dans un autre univers dont j'ai eu du mal à redescendre. En fait, j'ai pas posé la bonne question. J'ai pas posé la bonne question. J'aurais dû dire quel est celui qui finalement ne vous a rien. Oui, il y en a un, je suis persuadée. Il y en a un qui s'est peut-être pas. Alors lui, c'est assez dramatique. Parce que, bon, vous savez, il n'y a pas de bon sujet.